mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir de vous savoir si nombreux dans ce programme, les acteurs des changements. Vous êtes de nombreux en train de nous regarder, en même temps en train de nous écouter sur votre télé, Shalom Radio et télévision, mesdames, messieurs. Merci de nous écouter depuis Tumbwe. Vous êtes de nombreux de ce coin, mesdames, messieurs, dans cette grande émission des acteurs des changements. Un programme qui vise les changements positifs de notre pays en traitant différents sujets, tout en donnant aussi des pistes de solutions afin que nous puissions parler du changement positif de la RDC. Alors c'est ainsi qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va devoir vous parler de ces thèmes qui, à leur tour, il faudrait les dire que tout le monde est vraiment en attente par rapport au gouvernement de Madame Toulouka. C'est comme ça que, mesdames et messieurs, au travers de ces programmes, on va vous partager dans des bonnes parties. Ici, on va commencer par la première partie qui sera la partie cogiter. Cette partie qui va nous permettre à réfléchir au travers de notre thème et en même temps vous présenter nos intervenants. Aujourd'hui, ils sont dans la peau des acteurs du changement. Donc, de partout où vous nous écoutez, vous aurez aussi droit à laisser votre commentaire, à poser une question à nos intervenants et on va devoir les lire sans problème aucun dans cette émission. Les acteurs du changement. Merci à la grande équipe des Shalom qui nous accompagne, mesdames, messieurs. On va devoir vous présenter ici nos intervenants. Ils ne sont plus à présenter, d'ailleurs, ce n'est pas pour la première fois. Vous les connaissez déjà, ils sont des leaders de cette ville de Lubumbashi. On va ici recevoir pour vous le fédéral d'envol Lubumbashi, acteur politique en même temps. On l'appelle monsieur Yanga Mohamed, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Samuel. Merci de l'honneur que vous nous faites en nous associant à cette pertinente émission autour de laquelle nous allons échanger, au cours de laquelle, voulais-je dire, nous allons échanger autour des différentes questions d'intérêt communautaire qui me soit permis de pouvoir saluer les honorables téléspectateurs de la télé de Shalom Télévision. Bonsoir également à mon co-débatteur. Ah oui, c'est un grand plaisir. On va cette fois-ci vous présenter un acteur politique, leader d'opinion, mesdames et messieurs. Ici, on l'appelle monsieur Denis Belessi, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Samuel. Bonsoir à mon co-débatteur. Bonsoir. Bonsoir à ceux qui vont nous suivre ce soir. Nous sommes venus parler de la République démocratique du Congo et ses aléas et faire aussi nos propositions pour les événements et les rendre quand même modernes. Justement. Alors, on va commencer déjà par le fond de notre sujet avec vous, monsieur Mohamed, madame Judith Toulouka, à la tête de la primature. Mauvaise ou bonne nouvelle, selon vous? Merci de la parole nous accorder, messieurs les journalistes. Madame Toulouka, au sommet du gouvernement congolais, bonne ou mauvaise nouvelle? Il faut quand même reconnaître que depuis l'avènement de la RDC, depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est quand même une première de voir une dame nommée Premier ministre. C'est quand même quelque chose à pouvoir saluer, mais cela ne suffit pas parce qu'on vous le savez, être Premier ministre, il faudrait que vous ayez un carnet d'adresses intéressant et surtout que vous soyez à même de pouvoir jouer ce rôle comme il se doit. C'est quand même le premier de tous les ministres. Dans notre pays, il y a toujours eu cette complicité entre le président de la République et les gouvernements, notamment dans la conception du projet gouvernemental qui est censé être présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est pour cette raison que personnellement je salue d'abord la nomination d'une femme. Les femmes ont toujours demandé à ce qu'elles puissent occuper des postes de responsabilité et des postes stratégiques de prise de décision. Et là vous avez quand même affaire à une femme qui a été nommée. Est-ce que le chef de l'État a tenu compte uniquement de l'aspect féminité ou il a eu aussi à tenir compte de l'objectivité, notamment de la compétence dans le chef de cette dame? Je pense que l'avenir nous en dira plus. Mais ici, il faut préciser que en lisant l'historique de la dame, elle venait d'être, elle a été dans le gouvernement de Sama II, je pense, au sein duquel elle a quand même assumé un poste stratégique. Parce que c'est sans ignorer que le plan, le monsieur de plan, c'est vraiment le moteur d'un gouvernement responsable. Mais dans ces gouvernements, on a comme l'impression que quasiment dans tous les secteurs de la vie nationale, on a eu affaire à un gouvernement qui a lamentablement échoué. Et quand vous avez affaire à un gouvernement qui a sérieusement échoué et que le moteur qui était censé fonctionner n'a pas fonctionné comme il se devait, il y a quand même de quoi se poser des questions par rapport à l'efficacité de la dame au niveau de la primature. Ah oui, justement, on va revenir auprès de vous. Monsieur Denis Belessi, également, on a une question. Bonne ou mauvaise nouvelle? Madame Judith Toulouka, la primature d'Ardi. Oui, c'est une personne qu'on a nommée
quoi qu'elle soit une dame, mais elle n'est pas la première dame qui a occupé de hautes fonctions ici à la République démocratique du Congo. Ok. Du temps de Mosée, il y a Madame Philomène Omatoko qui était la présidente de l'Assemblée constituante. Du temps de Joseph Kabila, il y a Janine Mabunda qui était aussi la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, c'est une bonne nouvelle. Elle est là et nous attendons d'elle qu'elle soit efficiente. Puisque le problème qui se pose en RDC, le Premier ministre a été très souvent figurant. Comment ça? Le Premier ministre a été figurant. Toutes les attributions qu'on pouvait donner au Premier ministre, ça appartient au président de la République lui-même. C'est le président et le garant du bon fonctionnement de l'État, et le président lui-même a 4 ministères de souveraineté intérieure, affaires étrangères, défense et justice. Et maintenant, la première ministre Soumino va rester avec quoi? Et la première ministre, son rôle, c'est de mettre en exercice le programme du chef de l'État. Mais dommage en RDC aussi. Si on part dans le conseil des ministres, vous allez constater que le premier ministre, dans l'ordre du jour, c'est le président lui-même qui préside le conseil des ministres. Donc, le Premier ministre a été toujours figurant en République démocratique du Congo. Et plus grave, en République démocratique du Congo, il y a des gouvernements qu'on appelle les gouvernements parallèles qui sont constitués souvent de la maison civile du chef de l'État et les membres influents des partis politiques, les amis, tout ça, qui sont écoutés par le président lui-même. Et pour que la première ministre réussisse, il faut nécessairement qu'on accorde les ministères des Finances et la Banque centrale aussi pour certains travaux, et en plus le ministère des travaux publics, là, elle saura quand même travailler. Mais sinon, c'est une équation difficile pour la première ministre. Monsieur Mohamed, comment vous trouvez? Est-ce vrai que souvent en RDC, les premiers ministres sont toujours figurants? Partagez l'idée, ou vous n'êtes pas dans la même assiette que M. Denis Bilissi? C'est ce qui Avant est de évident. passer à notre point. Je n'ai pas connaissance d'une disposition légale ou constitutionnelle qui renseigne que le ministère régalien, voulais-je dire, provient du chef de l'État. Il est vrai, moi j'ai parlé de la complicité, j'ai parlé de la collaboration qui est censée exister entre le président de la République et le gouvernement, parce que vous êtes sans ignorer que le gouvernement est l'émanation de la majorité au pouvoir, laquelle majorité est dirigée par le chef de l'État. Et s'il faut aussi préciser que le gouvernement, en réalité, bien qu'il va concevoir un programme en complicité avec le chef de l'État, en réalité, il vient pour exécuter les projets de société tels que présentés par les chefs de l'État, notamment lors de sa campagne électorale. Donc en réalité, on ne peut pas parler d'un conflit entre le président de la République et le Premier ministre. Mais malheureusement, dans la pratique, on se rend compte effectivement, là je rejoins quand même mon co-débatteur, on se rend compte qu'il y a une sorte de conflit, un gouvernement parallèle effectivement. Et ça a beaucoup plus été accentué avec l'avènement de M. Tshisekedi à la tête du pays, parce qu'on l'a constaté dès l'entame de son mandat. Il a commencé par mettre en place une équipe au niveau de la présidence de la République, laquelle équipe s'est permettait ou s'était donné le luxe de pouvoir concevoir des projets à la présidence de la République, les exécuter et s'auto-évaluer. Ça a été le cas avec le projet 100 jours de chef de l'État qui a décimé des millions de dollars qui n'ont jamais été justifiés par qui que ce soit, bien qu'il y avait une comédie des procès à l'époque. Et par après, qu'est-ce que vous appelez comédie des procès? C'est une comédie en fait. Il y a quelqu'un qui a été arrêté, condamné et puis libéré de façon miraculeuse. C'est ça la comédie en réalité. Et quelques mois après, là c'était quand même sous les règnes, avant l'avènement du gouvernement Elon Kamba, et on laissait entendre que les chefs étaient bloqués ou ses actions étaient sabotées ou bloquées par le ministre provenant du FCC. C'était ça la raison avancée à l'époque. Mais par après, il y a eu quand même notamment les programmes de lutte contre la pauvreté qui a été lancé avec pompe par les chefs de l'État. Et le troisième programme, sous les reins de M. Sama Lukonde II, je pense, le programme nommé Chile Gelon.
Pendant que le chef de l'État avait déjà son gouvernement, un gouvernement acquis à sa cause, où on ne pouvait pas dire qu'il y a des gens qui bloquaient les actions imaginaires, mais on s'est quand même permis de pouvoir concevoir des projets à la présidence de la République, les exécuter et s'auto-évaluer. C'est ça qu'on appelle en d'autres termes les gouvernements parallèles. Et je peux vous rassurer que quelle que soit la tête ou la compétence d'un premier ministre ou d'un membre du gouvernement, mais dans les cas où cette politique, c'est qu'on peut considérer comme non orthodoxe, continue à être mise en pratique, on a un gouvernement légitime qui est là, et un autre gouvernement parallèle qui siège au niveau de la présidence de la République, mais il ne faudrait pas attendre que le gouvernement fasse des miracles, parce que là, quelqu'un qui est là, qui est censé exécuter sa mission, qui est censé jouer son rôle comme il se doit, mais il se trouve être hérité pratiquement par l'ingérence d'un membre de la présidence de la République qui fait partie d'un gouvernement parallèle. Donc il faudrait, parce que nous sommes en train de parler de propositions, qu'on arrête d'abord au niveau de la présidence de la République, qu'on mette, si vous voulez, qu'on arrête à pouvoir mettre en place des gouvernements parallèles qui viennent justement pour s'ingérer dans les fonctionnements harmonieux d'un gouvernement responsable. Parce qu'ici, il faut préciser que quand les constituants ont rendu le chef de l'État irresponsable devant le Parlement, ils le savaient pourquoi. Parce que c'est le Premier ministre. J'ai entendu mon co-débatteur dire que le Premier ministre dans notre pays ne joue pas un rôle prépondérant. Non, il faut préciser que constitutionnellement parlant, c'est bien le Premier ministre qui est responsable devant le Parlement, et donc le chef de l'État est irresponsable. Et quand on dit que vous êtes irresponsable, pourquoi? Parce que c'est le Premier ministre, mieux le chef du gouvernement, qui vient présenter le programme gouvernemental, et qui vient donc soumettre ce programme à l'approbation ou à l'appréciation de représentants du peuple qui votent pour ou contre ces programmes. Et dans les cas où on votait pour ces programmes, en ce moment-là, il a l'obligation de redevabilité. C'est pour cette raison qu'il joue un rôle clé. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est dans la pratique où il y a des sérieux problèmes, où on se permet de mettre en place un autre gouvernement parallèle pour des raisons faciles à deviner. Alors justement, on va rappeler à ceux qui nous écoutent, laissez votre message, mais on va revenir auprès de vous, monsieur Denis Belessi. Jusqu'à là, le gouvernement de Madame Toulouka tarde encore. C'est quoi la raison? Pourquoi ça tarde, selon vous? Oui, le gouvernement tarde puisqu'il y a le multipartisme intégral qu'on ne mesure pas. Vous pouvez vous imaginer, en RDC, il y a plus de 900 partis politiques. Et les 900 partis politiques, presque plus de 700 partis politiques appartiennent à l'Union sacrée. Et tous ces gens-là veulent avoir aussi des postes. Et qui peut bloquer maintenant? Il n'y a que le président de la République qui peut donner l'ouverture à Madame la Première ministre de faire son travail comme il faut. Après tout, c'est le président qui décide. On nomme la Première ministre et la Première ministre a trouvé des gourous là-bas, a trouvé déjà des partis politiques, les présidents des partis politiques qui sont déjà bien assis et qui connaissent aussi les niveaux, les qualités aussi de cette dame, puisqu'ils ont travaillé au gouvernement ensemble et ils connaissent ses faiblesses. Et jusqu'à présent, peut-être, sous coulisses aussi, il y a certaines personnes qui ne croient pas en elle. Mais comme on a confié la responsabilité, maintenant c'est au président de la République de lui donner vraiment les feux verts, des grandes orientations pour faire un bon travail. Donc, elle est bloquée puisque les partis politiques demandent. Elle est bloquée puisque le Parlement, depuis qu'on a voté les députés jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un président de Parlement. Donc le pays n'a plus de fonctionnement comme il faut. Nous avons en réalité des premiers ministres qui sont jusqu'à présent en exercice. Samalou Koné est toujours là et la dame aussi est là. Et il faut attendre la remise. On va le faire quand il faut le faire devant le Parlement, aussi présenter les programmes devant le Parlement. Et on va présenter quand on risque de prendre encore 3 mois comme ça de retard. Donc ces blocages, c'est le mauvais fonctionnement de notre État qui bloque la dame, la Première ministre, de bien commencer son travail. Et maintenant, c'est à la dame, Première ministre aussi, de nous faire voir qu'elle est efficiente. Elle doit être rationnelle dans les cas pareils.
Puisque le peuple attend oui, toujours. justement. Là, le président aussi doit comprendre que le Premier ministre n'a pas de mandat, c'est le président qui a le mandat. Le Premier ministre n'échoue pas, c'est le président qui échoue, qui a l'obligation des résultats. Et le Premier ministre fait le travail que le président lui a demandé de faire. Et c'est le président qui va décider n'importe quand les révoquer ou bien. La Première ministre aussi, si elle voit qu'elle est empêchée, elle peut aussi introduire la lettre de démission. Ah ok. Oui. Justement. On va écouter M. Mohamed également. Pourquoi les gouvernements tardent encore? Parce qu'on a vu ailleurs, après quelques jours, c'est déjà le lancement du gouvernement, mais ici, on a comme l'impression que ça tarde encore. Selon vous, quelles seraient peut-être les différentes raisons que vous pouvez souligner et énumérer? Bon, depuis un certain temps, j'ai comme l'impression que nous avons affaire à un leadership plaintif, où les gens ne font que chercher des boucs émissaires. Je sais qu'à l'époque, on nous parlait du FCC qui est bloqué. Et à l'époque, l'ancien Premier ministre Elon Kamba avait fait, je pense, 3 mois, sauf erreur de ma part, avant la nomination de son gouvernement, laissant entendre qu'il y avait des négociations, simplement parce que Cash, la coalition de M. Tshisekedi et Kamera à l'époque, n'avait pas la majorité. Il fallait absolument s'allier ou négocier avec Joseph Kabila, donc à travers le FCC qui avait la majorité. Mais je constate que depuis un certain temps, principalement à l'issue des élections en 2023, l'actuelle majorité s'est confectionnée dans ces laboratoires obscurs. Une majorité, c'est quand même une première depuis 2006 de voir une formation, une plateforme au pouvoir, avoir une majorité de plus de 94%. J'ai dit c'est une première. Ils l'ont fait, ils l'ont obtenu de la façon connue, même par les non-initiés. Mais bien qu'ils ont obtenu la majorité de la façon connue par tout le monde, on sent qu'il y a une désorganisation très bien organisée. Tenez, à l'issue, juste après la prestation des serments du chef de l'État, il a procédé à la nomination, à la mise en place effectivement d'un informateur. Le rôle d'un informateur consistait effectivement à pouvoir identifier la majorité. Ce qui a été fait, l'informateur avait déposé le premier rapport, le chef lui a fait d'autres orientations et même parlé déjà du formateur parce qu'il a identifié la majorité. Après, on lui confie la charge de former. Donc, on avait pratiquement transformé sa mission. Après un temps, il a déposé son rapport final. 3 jours après, le chef a nommé la première ministre. Mais on se rend compte que la dame est en train de faire quasiment le même travail qu'avait fait l'informateur. J'ai dit le même travail. Plus pire encore, il se permet de consulter tout le monde. J'ai été estomaqué d'entendre hier qu'elle a consulté Sokoda. Vous savez, Sokoda, c'est la Société congolaise des droits d'auteur. Mais qu'est-ce que Sokoda a à voir dans la composition d'un gouvernement? On consulte tout le monde, les handicapés, on consulte la société civile. On se demande, tous ces gens-là viennent lui donner les éléments du travail dans son cahier de charges, ou qu'est-ce qu'ils viennent faire? Parce qu'on lui a demandé de proposer une équipe gouvernementale. Le travail d'information, le travail d'identification de la majorité a déjà été fait par M. Kabouya. En principe, la dame ne pouvait que constituer sa liste, sa proposition à pouvoir déposer acquis des droits mieux au chef de l'État. Mais la dame est dans tout sauf dans ce qu'elle est censée faire, en fait. Elle est en train de consulter tout le monde, les chefs religieux, les marabouts, les Sokoda, la société civile. Et vous trouvez ça c'est aberrant ou bien c'est peut-être pour un passe-temps. Avoir des ministres compétents? Non, mais c'est un passe-temps. Qu'est-ce que Sokoda a à voir? Je vous dis, qu'est-ce que Sokoda a à voir dans la composition de l'équipe gouvernementale? Soyons quand même sérieux. J'ai comme l'impression que nous avons affaire à des dirigeants qui vivent sur la planète Mars. Parce que si au moins on avait affaire à des dirigeants qui vivent avec nous ici, qui savent que nous avons affaire à un État où les urgences sont quasiment dans tous les secteurs de la vie nationale. Nous sommes quand même en RDC où une partie non négligeable du territoire national est actuellement dirigée par les Rwandais. Et dans cette partie, même l'actuel Premier ministre ne peut pas se donner le luxe de fréquenter, même le chef d'État ne peut pas y aller. Mais pour elle, on a comme l'impression que ce n'est pas urgent. Elle est plutôt occupée à consulter Sokoda et les autres. On est dans un État où les taux de dollars où il y a l'inflation chaque jour qui passe,
où, si vous voulez, il y a l'instabilité monétaire, où la situation sociale laisse à désirer, où, comme je viens de le dire, tous les secteurs de la vie nationale sont quasiment au rouge. Mais la première ministre est là en train de passer son temps, en train de consulter Sokoda et les autres. C'est très déplorable. C'est à la limite irresponsable. Et qu'est-ce qu'elle faudrait faire à la place des consultations? Ce qu'elle est censée faire, oui. Elle avait déjà consulté, si vous voulez, le responsable des partis politiques de l'Union sacrée, donc ceux qui ont la majorité. Ce qu'elle était censée faire, c'est récolter effectivement les propositions provenant de tous ces gens et constituer son équipe, proposer à qui des droits à l'autorité compétente et laisser à cette autorité prendre la décision. Et non passer le temps en train dans des folkloriques. Et vous appelez ça passe-temps? C'est du passe-temps. Monsieur Denis Belézi, je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ce que vient de dire M. Mohamed, avant de prendre notre réponse. Oui, allez-y. Oui, ce qu'il vient de dire là, c'est capital, puisque l'informateur avait déjà fait son travail. La dame, la première ministre, devait demander seulement les quotas. On dit, bon, tel parti, vous avez 3 ministres, vous m'amenez la liste de vos ministres. Par exemple, vous pouvez dire, par ministère, 3 noms, et leur curriculum vitae, détaillé, et maintenant, la première ministre va étudier parmi les noms-là, les 3 noms qu'on a donnés. Et il y a des conditions aussi, si on dit, il faut tenir compte aussi des genres. Vous nous donnez une femme, par exemple, par chaque configuration, vous nous donnez telle qualité humaine, et c'est fini, ça passe. Et il ne faut pas prendre tout le temps pour la composition du gouvernement. Et là, c'est inexplicable. On risque de perdre tout le temps. Et d'ailleurs, le pays est en danger. Peut-être mais les gens dans leur abondance là, de la bourgeoisie comprador, ils n'imaginent pas ça. Le pays est en danger. Le niveau de souffrance de la population, vous n'allez pas croire. Je fais les ronds de cette ville. Des fois, je marche à pied pour voir le niveau de situation de la population au centre-ville. Vous n'allez pas faire des décamètres sans pourtant croiser quelqu'un qui va vous demander l'argent. Et on va vous demander l'argent par les gens qui sont même viables aussi. Et vous comptez le nombre de mendiants, c'est exagéré. Et le nombre de personnes qui souffrent de troubles mentaux maintenant presque dans tous les quartiers. On se dit, c'est quoi au juste? Et la dépression nerveuse, même au jeune homme, la crise est terrible. 80% de la population congolaise est jeune, mais tous les jeunes là sont sans emploi. Mais vous retardez le gouvernement. Et jusqu'aujourd'hui, je vous dis que les agents publics de l'État ne sont pas encore payés. Ils ne sont pas payés. C'est progressivement, bien sûr, mais on a fait presque 1 mois de retard encore depuis le mois passé. Et on doit aller plus vite que possible. Pourquoi attendre pendant longtemps? Alors, on est en train de continuer avec ces programmes acteurs de changement. On va revenir auprès de vous, M. Mohamed, avec tout ce que vous avez souligné comme passe-temps, avec toutes les consultations possibles de Mme Judith. Est-ce que vous trouvez que nous pouvons espérer un gouvernement d'État et des ministres compétents? Écoutez, espérer un gouvernement d'État et des ministres compétents, c'est une question de volonté politique. Parce que comme je viens de le dire, on peut avoir affaire à un gouvernement composé de talentueux, de Congolais ayant de l'expertise, de l'expérience, de la compétence, mais aussi longtemps que la présidence va continuer avec sa politique de gouvernement parallèle, en tout cas ça ne marchera pas. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, la première ministre peut faire une proposition pertinente, des gens très compétents, mais si les chefs de l'État veulent d'autres personnes que celles qui sont compétentes, eh bien, ça va continuer. Comme je viens de le dire, c'est une question d'abord de volonté politique. À l'époque, on nous avait laissé entendre que le gouvernement de M. Sama était un gouvernement des warriors. Warriors, par définition, ce sont des élites. Mais j'étais en train de me poser la question, quelles sont ces élites qu'on a pu identifier dans cette équipe, et qu'est-ce qu'ils ont fait sur terrain, mais je n'ai pas trouvé. Franchement, je n'ai pas trouvé. L'unique ministre qui a été félicité, c'est celui de la fonction publique. Il n'y a pas des ministres qui ont relevé quand même des défis. Justement, voilà pourquoi l'unique qui a été félicité, c'est celui de la fonction publique, qui a plus ou moins modernisé l'administration publique. Ça, c'est un aspect positif.
À part lui, il y Mais a c'est pas eu lui de d'autres. l'économie qui a déplacé une délégation de plus de 5 ministres aller en Afrique du Sud, soi-disant pour aller négocier la farine, qui n'est jamais venu, s'il vous plaît. Ok. C'est lui qui a été désigné hier candidat unique de l'Union sacrée. Ok. Donc vous allez vous rendre compte que dans cette équipe vantée à l'époque comme étant composée des élites, des warriors, mais c'est des gens qui voyagent à volonté pour aucun résultat. Et c'est dans tous les secteurs, parce que moi je ne viens pas philosopher, je ne viens pas prophétiser, je ne suis pas prophète, je n'ai pas l'intention de le devenir, mais moi je suis réaliste. Et tous ces gens qui ont composé l'équipe de M. Sama Lukonde, je ne sais pas dans quel secteur ils ont pu réussir, parce que je viens de le dire, que du point de vue sécuritaire, quand vous lisez Et ça les serait programmes, quoi? Oui, allez-y. quand vous lisez les programmes gouvernementaux tels que déposés ou présentés par M. Sama Lukonde à l'Assemblée nationale, composés de plusieurs piliers, dans son pilier sécuritaire, nous avait parlé de la pacification de la partie orientale. Mais au lieu même de maintenir les caps, ou de maintenir les niveaux sécuritaires comme il l'avait trouvé, la situation s'est empirée. Ok. Parce qu'avant son arrivée, Bunagana, Rutshuru, Massissi, c'était quand même des territoires, des zones occupées par nos forces loyalistes. Actuellement, c'est les Rwandais qui dirigent, et principalement Bunagana, c'est les front ougandais qui fonctionnent là-bas, qui est utilisé là-bas. Donc vous allez vous rendre compte que tous ces gens qui composaient l'équipe, Mais Sama Lukonde. ils ont passé le temps entre Et ça serait quoi si quelqu'un Alors, peut-être revenait au gouvernement de Madame... S'ils revenaient, comme je viens de le dire, ils doivent, il faudrait d'abord qu'il y ait des gens compétents dans le gouvernement, mais il faudrait aussi qu'il y ait la volonté politique, principalement au niveau de l'institution présidente de la République Ok. et au niveau de la présidence, en arrêtant la politique des gouvernements parallèles. Peut-être que les gens étaient très compétents, peut-être qu'ils étaient experts, mais ils étaient hérités effectivement à ces gouvernements parallèles et ils ne pouvaient absolument rien faire parce qu'en face d'eux, c'était un gouvernement qui dépendait aussi du chef de l'État. Alors, oh oui, monsieur Denis Bélis aussi, peut-être pour parler du gouvernement, est-ce qu'il faudrait s'attendre à un gouvernement de taille et des ministres compétents? Ou vous êtes dans la même assiette que monsieur Mohamed? Oui, le souhait de tout le monde, c'est d'avoir un bon gouvernement qui peut améliorer les conditions de vie des Congolais. Puisqu'il y a l'injustice sociale qui règne et la souffrance est vraiment visible. On cherche un gouvernement pareil, mais le gouvernement ne peut pas être éléphantesque. Comme je suivais Vital Kamere l'autre fois que non, Congo est allé Njoko, il faut gouvernement Yamounen. Non, c'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison. Et le gouvernement ne peut pas être aussi budgétivore. Ok. Vous voyez que tout l'argent de la République part dans les institutions et le reste des populations ne se retrouve pas. Ok. On doit quand même revoir sur ces points-là. Il y a le conflit d'abord, il y a le conflit de compétences entre les gouvernements ici en RDC. Le même gouvernement et le même ministère et l'autre ministère a des conflits, puisque ils ont presque les mêmes attributions. On doit quand même revoir les ministères pareils. Il ne faut plus scinder ça. On garde seulement un seul ministère. Par exemple, on dit agriculture, mais on prend encore pêche et élevage. Pourquoi? L'agriculture, c'est fini. On peut se limiter à ce niveau-là. Et vous trouvez quoi? Vous trouvez comment par rapport à tout ça? C'est du passe-temps ou bien ça contribue aussi à l'épanouissement du pays? Non, là, c'est une façon de dilapider l'argent pour rien. Puisque vous savez que le fonctionnement d'un ministère, on leur donne les frais de fonctionnement en termes de millions de dollars. Et leur voyage aussi, à plusieurs fois, ils organisent des voyages rien que pour avoir l'argent. Et combien de personnes qui travaillent là-bas dans le ministère? Il y a une façon de créer l'emploi. On ne peut pas créer les emplois temporaires dans les ministères, là où ça coûte beaucoup d'argent. Il faut créer, donner des moyens aux gens de créer, par exemple, les entreprises privées, que de cager les gens seulement dans les ministères là-bas, avoir autant de millions. Alors, avec vous, on va parler aussi des défis. Quels sont les défis que Mme Tuluka doit justement relever? Oui, comparativement aussi au gouvernement de Sama Lukonde. Nous saurons que Mme Judith Suminwa va relever les défis à partir d'abord de la formation de son gouvernement. Okay. La qualité humaine, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Kabila a dit que je n'ai pas trouvé 15 personnes. Mais Félix ne nous a pas dit le nombre de personnes qu'il a trouvées jusque-là. Mais nous savons qu'il est entouré par les gens qui détournent l'argent
chaque jour, non seulement des 1000, mais des millions de dollars. Déjà, c'est une très mauvaise image. La difficulté qu'a connue Samalou Kondé, tout l'argent, ça partait chez les gens, mais lui, comme il ne parlait pas, on ne sait pas. Si j'étais Samalou Kondé, comme il ne parlait pas, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pouvais quand même me démissionner. Tout l'argent, on détournait l'argent, donc chaque jour, par les mêmes personnes. Une personne qui a détourné ici, demain il part encore détourner là-bas. Okay. On dit, c'est quel état ça? Nous voudrions les technocrates, mais quand on parle des technocrates, les gens pensent que nous les politiques aussi, nous ne sommes pas technocrates. Non, lui il est avocat. C'est un technocrate aussi dans son domaine du travail. S'il faut les nommer, on va les nommer par rapport à l'exercice de sa fonction d'habitude. Là, on peut les nommer. On nomme les ministres de Défense, on peut les nommer les ministres de Travail et Prévention sociale, ainsi de suite. Okay. Ce sont des gens, on a besoin des gens qu'on a connus, qui font quand même quelque chose et qui ont l'expérience dans tout ce qu'ils font. Ah oui, on a besoin des gens qui ont un casier judiciaire et logé, qui n'ont pas de problème avec la justice congolaise. Mais dommage, tous ces gens qui sont là-bas sont les gens qu'on a déjà arrêtés à plusieurs fois, qui entourent les chefs de l'État, même les rebelles et les anciens belligérants. Donne la force maintenant aux chefs de l'État, mais on dit c'est quoi? Alors, on est en train de définir vraiment avec ces programmes. On va revenir auprès de vous, M. Mohamed. S'il faudrait aussi peut-être énumérer quelques points, parlons des défis, avant de passer à notre point, et c'est par là qu'on doit finir. Oui, je pense que les défis sont énormes, ils sont considérables. J'ai entendu dernièrement Madame le Premier ministre parler de la réduction des trains de vie des institutions. Okay. Je pense que la réduction des trains de vie est une question de responsabilité, d'engagement et de conviction. Nous sommes, nous en tant qu'envol, nous sommes auteurs de cette proposition à travers l'honorable Délicie Sanga, qui à l'époque avait effectivement demandé à travers un plan bien détaillé et proposé aux différentes institutions le plan de réduction du train de vie. Parce que ce n'est pas comme normalement dans un état en guerre, un état qui dépend à 50% des aides financières étrangères, on se permet de canaliser 70% pour la consommation des institutions. Bien que ces 70% qui est canalisé vers la consommation, on se rend compte que la quasi-totalité des institutions fonctionnent dans les dépassements budgétaires. Il n'y a aucune institution exemplaire à la matière. Je dis aucune institution. Parmi les 4 que nous avons le président de la République, nous avons le gouvernement, nous avons le Parlement, le pouvoir judiciaire. Aucune institution n'est exemplaire à la matière. Toutes ces institutions, peut-être le pouvoir judiciaire, toutes ces 3 institutions politiques fonctionnent quasiment dans le dépassement budgétaire, ce qui n'est pas une bonne chose. Et donc, il a parlé de la réduction, mais ce n'est pas la première fois pour les membres de ce régime de parler de la réduction. Vous allez vous rappeler que lors de la présentation du budget de 2023, 2022-2023, M. Sama avait aussi parlé de la réduction du train de vie de l'État, des institutions. Ce qui n'est jamais arrivé. Donc, c'était pratiquement, ces déclarations n'étaient bonnes que pour la consommation de l'opinion. Nous souhaitons, comme je viens de le dire, que ça doit être une question de responsabilité, d'engagement et surtout des convictions. Parce que le peu de moyens que nous mobilisons, que nos régies financières mobilisent, il faudrait que les institutions consomment moins et que la grande part soit plutôt canalisée dans la résolution des besoins pressants de la population congolaise. Ce n'est pas normal, nous sommes à plus de 100 millions, mais c'est moins d'1 million de compatriotes qui consomment 50% de l'argent qui est mobilisé. C'est quand même indécent, c'est odieux, c'est pas normal pour des gens qui prétendent diriger pour l'intérêt général. Je constate que depuis un certain temps, plus personne ne parle de peuple d'abord. Je ne sais pas ce qui a remplacé. Parmi les défis, je viens de parler effectivement de la réduction du train de vie. Ça doit être une réalité vécue, ça ne doit pas être dans des lettres mortes. Il faudrait qu'il y ait aussi l'aspect qualité humaine par rapport à ceux qui vont composer le gouvernement. Il faudrait aussi qu'il y ait la volonté politique de différents acteurs clés, y compris les chefs de l'État. Mais les défis sont, comme je viens de le dire, les défis sont sécuritaires. Nous sommes agressés à l'est du pays. On a comme l'impression que la politique sécuritaire mise en place n'est pas efficace, parce que jusque-là, elle ne produit pas des effets escomptés sur terrain. Nous continuons à régresser, nous continuons à faire des replis sous prétexte stratégique. Ça, c'est un défi considérable à relever.
Les défis sont aussi socio-économiques. Ok. Notre monnaie c'est déprécie chaque jour qui passe. On doit stabiliser le cadre macroéconomique et ça doit être compatible avec le panier de la ménagère. On ne doit pas passer à la télévision nous mentir en disant qu'on a maîtrisé le cadre macroéconomique pendant qu'il y a un sérieux problème dans le panier de la ménagère. On doit aussi améliorer le social de la population congolaise. Qu'il laisse à désirer, c'est pas normal. Pour quelqu'un qui touche 200, 300 000 ou 400 000 francs, je peux vous dire que la majorité des Congolais vivent à crédit. C'est-à-dire, avant d'arriver à la fin du mois et toucher ces 400 000 francs, vous êtes déjà endetté à plus de 400 000 francs. Donc, nous vivons à crédit. Vous allez vous rendre compte que vous arrivez les 30, on vous paie 400 000, vous payez, vous restez avec une autre dette, vous recommencez à zéro à s'endetter. C'est pas normal. Okay. C'est pour cette raison que mon collaborateur a parlé de la dépression nerveuse. Donc, la plupart des jeunes, vous rencontrez un jeune en cours de route en train de parler, mais il n'est pas fou en fait. Il a tellement de problèmes qu'il ne sait pas quoi faire. Voilà, donc il faudrait, comme j'ai parlé des défis, ils sont sécuritaires, ils sont socio-économiques, ils sont diplomatiques, ils sont quasiment dans tous les secteurs de la vie nationale. Voilà, merci beaucoup et c'est par ici qu'on va jeter l'encre. Merci à vous, M. Denis Bellis. Un mot de la fin. Aussi, la population congolaise doit s'attendre à quoi? Parlons des besoins primaires. Très vite là, on doit finir en quelques secondes. Oui, mais nous devons aussi faire la part des choses. Il y a d'autres attributions majeures qui n'appartiennent qu'au chef de l'État lui-même. Lui qui est le garant du bon fonctionnement de l'État et d'ailleurs, il est entouré de beaucoup de services. Vous prenez ANER, vous prenez la DEMIAP, tous ces services. C'est quoi votre panacée à vos propos? Une panacée à donner très vite là pour finir. Oui, d'abord, par rapport à notre sujet, et nous souhaiterons d'abord à la dame, la première ministre, d'être efficiente, d'être une bonne coach. C'est ça qu'on attend de madame première ministre. Merci à vous, M. Denis Bellis, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de M. Mohamed, un mot de la fin aussi. Bon, allez-y, un mot de la fin. La population congolaise d'être exigeante, vigilante. Exigeante, pourquoi? Parce que les gens qui sont là, ils sont là parce que nous l'avons voulu. Nous devons être exigeants tout en leur demandant de jouer leur rôle comme il se doit. Aux autorités, principalement au chef de l'État, parce que depuis un certain temps, le chef s'est plaint un peu. Non, le chef est là, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Quand le chef nous dit que la justice est malade, pendant que c'est lui qui est censé, si vous voulez, faire de telle sorte que la justice, qui fait partie des institutions, fonctionne normalement, c'est un problème. Il faudrait que chaque acteur joue son rôle comme il se doit. Et le chef nous avait promis lors de sa prestation de serment qui ne va plus commettre les erreurs du passé. Nous osons croire qu'il a pu bien identifier ses erreurs et que réellement il ne commettra plus ces erreurs. Notamment la question des rames, une escroquerie du siècle. Monsieur Mohamed Enga, je rappelle que vous êtes fédéral en vol Lubumbashi et analyste politique. Shalom Radio vous dit merci d'avoir répondu à son invitation. À moi de vous remercier, M. Sama. Et c'est par ici qu'on va devoir jeter l'encre de ces programmes Acteurs des changements, un programme qui vise les changements de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, mesdames, messieurs, ça a été un grand plaisir, un moment tellement corrisquant pour des partages, des sujets d'actualité, ça fait plaisir, parce que vous êtes de nombreux en train de nous écouter depuis un certain moment. Restez branchés sur votre télévision, car les programmes continuent. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.